Difficile élection pour le nouveau patron du syndicat Force ouvrière. C'est Marc Blondel qui, en définitive, remplacera André Bergeron. Paraguay, un général sud-américain en remplace un autre. Rodriguez remplace Stroessner. La population espère un peu plus de démocratie, mais le nouveau chef de l'État est déjà soupçonné d'être impliqué dans le trafic de drogue, dont son pays est une des plaques tournantes. La révolution de la télévision par satellite, c'est pour demain dimanche. Le Luxembourg lance Astra, 12 chaînes, enquête dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous commencerons ce soir par un coup de téléphone. Coup de téléphone en direct d'Erevan, la capitale de l'Arménie soviétique, où cet après-midi s'est posé l'avion qui accompagnait, qui emmenait Charles Aznavour, le chanteur d'origine arménienne qui est très connu dans ce pays, est venu pour négocier avec les autorités arméniennes et soviétiques sur le sort de centaines d'orphelins qu'il voudrait secourir grâce à la solidarité internationale ainsi qu'au fonds qu'il a pu recueillir avec l'aide de la communauté arménienne dispersée dans le monde entier. Charles Aznavour, vous êtes avec nous en direct d'Erevan. Charles ? Bonsoir. Bonsoir Charles. Alors vous êtes arrivé cet après-midi, j'ai envie de vous demander votre... qui a mis à notre disposition un avion. Nous sommes arrivés cet après-midi, enfin assez tard dans l'après-midi. Première impression, Charles, en arrivant? Première impression très émouvante parce qu'il y avait énormément de foule sur le terrain de l'aéroport. Le service d'ordre a été dépassé et puis on m'a emmené dans l'hôtel où l'on reçoit les ministres étrangers, etc., etc. Alors Charles, vous êtes parti en Arménie soviétique pour venir en aide très précisément aux orphelins. Alors que comptez-vous faire pour eux là-bas, Charles? J'ai déjà posé mes petites conditions ici, qui sont des conditions normales. Nous avons été reçus officiellement par le premier secrétaire du parti, où nous avons eu une grande conversation. Et ce que je compte faire, c'est me mettre en rapport avec les intellectuels d'ici, pour que les intellectuels d'ici prennent en charge, en fait, ce que je veux faire, et qu'ils soient notre contact dans ce pays pour pouvoir aider et pour pouvoir rémunérer les gens qui prendront les enfants, qui accueilleront les enfants chez eux. Alors en ce moment même, au moment où vous parlez, Charles, on est en train de voir les images de votre arrivée. Là, on voit très bien les milliers de personnes qui scandaient d'ailleurs votre nom et qui vous attendaient sur l'aéroport d'Erevan. On compte combien d'orphelins, selon vous, dans le pays en ce moment? Écoutez, il est très difficile de savoir quoi que ce soit. Il y a les chiffres officiels et les chiffres officieux. Il va falloir faire ce que je pourrais faire à mon retour, je crois qu'il faut faire une moyenne entre les deux. Il faut faire une moyenne entre les deux. Et puis, vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose finalement. Je peux vous dire simplement que les autorités nous ont permis beaucoup de choses. Et puis, il y a des choses qui me semblent moins ouvertes. Les bains de foule n'ont pas été encore vraiment acceptés, mais je crois que demain, ça sera fait. Ils vont nous emmener là où il faut. Nous allons visiter les Linacans, nous allons visiter Spitak, nous allons voir des villages. On va au monument des massacrés arméniens qu'il y a ici. Je vais faire mon premier discours demain dans une salle et ils ont accepté de le retransmettre par la télévision arménienne, ce qui n'était pas prévu. Merci Charles. Dites-moi une dernière chose. Vous n'avez l'intention d'occulter aucun problème, même les problèmes nationalistes, notamment le rattachement de cette province de l'Azerbaïdjan à l'Arménie? Pour le moment, je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas moi-même. Il y a une chose qui est certaine, je m'occupe des orphelins. Si la question venait sur le tapis, si vous voulez, bien sûr que j'en parlerai. Mais d'abord, je vais voir ce qui se passe ici. Bien. Merci Charles, en tout cas, de nous avoir appelés ce soir en direct d'Erevan. Merci et bon voyage là-bas. Merci. L'actualité de ce samedi soir, maintenant plus tranquille celle-là, et encore, c'est en premier lieu l'élection difficile à la tête du syndicat Force ouvrière de Marc Blondel qui va remplacer M. André Bergeron, parti à la retraite. Élection difficile si l'on en juge par le résultat, 3640 voix pour lui, 3154 pour son concurrent, M. Claude Pitous. Le résumé de cette journée avec Véronique Auger et Philippe Pontoisi. C'est Marc Blondel. Depuis midi, la foule grossissait autour des grilles fermées de FO. L'incertitude aura donc duré 8h30. Pendant toute la matinée, les 136 électeurs se sont déchirés à huis clos sur des points de procédure. C'est André Bergeron qui a finalement tranché pour la plus grande joie des blondélistes. Il a abondé dans leur sens contre l'avis de son poulain, Claude Pitous. La base pourra aller vérifier les votes de ses représentants. Ceux-ci n'avaient plus qu'une chose à faire, élire le candidat des militants, Marc Blondel. Ce vote a été acquis
dans une ambiance qu'on ne peut pas qualifier forcément de très amicale, mais qui a été fraternelle, puisque tout le monde a accepté ce résultat et que les deux candidats, devant l'ensemble des militants, se sont serrés la main. Est-ce que vous ne croyez pas que toutes ces luttes quand même internes à l'intérieur de Force ouvrière font quand même énormément de mal à Force ouvrière aujourd'hui et peut-être vont laisser quand même des séquelles? Il est bien normal, et nous nous adressons à des militants, ceux-ci sont passionnés, sinon ils ne sont pas militants syndicalistes, eh bien ça prend parfois des allures un peu brutales, y compris dans l'expression. Mais je crois que la donnée commune, la volonté commune, non seulement de défendre l'organisation, pas simplement du patriotisme, mais surtout pour le rôle qu'elle rend aux travailleurs, eh bien, conclura en définitive à un apaisement général. Je ne pense pas qu'il y ait de plaie définitive. À cette heure-ci, les 136 électeurs sont encore en conclave. Ils sont en train d'élire le Parlement de Force ouvrière. Le vote s'avère une nouvelle fois très difficile, car les partisans de Claude Pitous font tout pour ne pas lâcher cette dernière parcelle de pouvoir. Quel que soit le résultat, la tâche du nouveau secrétaire général sera sans doute très difficile. Arrêtons un instant sur cette nouvelle figure du syndicalisme français. Marc Blondel, 51 ans, ancien secrétaire de la Fédération des employés et cadres, AFO. Un homme du Nord qui, dit-on, se tient très bien à table. Reste à savoir ce qu'il fera autour de celle des négociations. Véronique Auger. Mai 68 est en bonne place dans son bureau. La Pologne moribonde également. Socialiste, franc-maçon, Marc Blondel affirme n'avoir jamais été trotskiste, même si cette tendance l'a soutenu durant tout le congrès. L'homme affiche 51 ans. Il avoue au moins 2 passions, à part Force ouvrière, la corrida et les bretelles. À son actif, ce sens des relations propres aux gens du Nord et une bonne connaissance du monde économique des entreprises. Pour lui, c'est le social qui prime. Il faut d'abord faire avancer les droits des salariés, au besoin par la grève. À son passif, des opinions philosophiques et politiques un peu trop prononcées pour beaucoup de militants, car Force ouvrière est un syndicat composite qui va de l'extrême gauche au RPR. Plus que tous, il devra donc rassembler et veiller à ne pas faire de Force ouvrière sa chose, sous peine d'implosion. L'actualité marquante aujourd'hui à l'étranger, c'est essentiellement la prestation de serment du nouveau chef d'État du Paraguay, le général Rodriguez, qui succède au général Stroessner, au pouvoir, lui, depuis 34 ans. Les journaux américains le disent très lié au monde de la drogue, dont son pays est d'ailleurs l'une des plaques tournantes en Amérique du Sud. Mais les Paraguayens espèrent, eux, que ce général, qui succède à un autre militaire, leur rendra un peu de démocratie. Martine Laroche-Joubert. L'uniforme immaculé du président Rodriguez le lave-t-il du surnom de général cocaïne en ce jour de triomphe? Sûrement. Des milliers de Paraguayens l'acclament dans les rues, ceux du parti au pouvoir, le parti Colorado, mêlés pour la première fois aux dirigeants de l'opposition clandestine. Il est vrai que le général Rodriguez a prêté serment dans un déluge de promesses. Respect de la religion, retour à la démocratie, défense des droits de l'homme, gouvernement civil. Plus surprenant, il s'est proclamé président par intérim, d'où de futures élections dans 90 jours. Un programme édifiant pour un homme soupçonné par les États-Unis de trafic de drogue et dont l'ambition ne semble pas le moindre défaut. La mémoire, en revanche, peut-être, de celui dont il fut le numéro 2 pendant les années de dictature, ne reste plus aujourd'hui que des affiches déchirées. Arrêt encore sur le dictateur Stroessner qui vient d'être renversé donc et qui était à la tête du Paraguay depuis près de 35 ans et qui devrait d'ailleurs s'exiler vers le Chili. On attend d'un instant à l'autre son départ. C'était un homme extrêmement secret, difficile voire impossible à approcher et pourtant, il y a quelques jours, notre envoyé spécial Dan Loustalo l'a rencontré. C'était lors de sa toute dernière sortie officielle. On l'avait surnommé le tyrannosaure, car Alfredo Stroessner était passé dans le peloton de tête des dictatures les plus longues de l'histoire. Dans son complet gris de président à vie, Stroessner est tombé des marches du pouvoir comme il y était monté, par la force, 35 ans après son coup d'État. Depuis plusieurs mois, on murmurait ici que la plus vieille dictature d'Amérique du Sud était sur son déclin, que Stroessner ne se montrait plus que pour inaugurer les chrysanthèmes, en vieillard, prisonnier de son image et de son état-major. Déjà, on chuchotait ici qu'un militaire le remplacerait, et chaque sortie de Stroessner, au milieu du parterre de ses généraux, était l'occasion de parier sur le nom de son successeur.
Depuis plusieurs années, on le disait malade. Mais il était toujours là, le conducteur génial, l'étoile lumineuse, l'excellentissime Don Alfredo Stroessner, dans un Paraguay qu'il dirigeait comme son hacienda, en donnant à chaque général sa part de butin. C'était il y a quelques semaines, mais il n'y aura plus de revoir sur la scène politique pour Alfredo Stroessner, attendu chez son ami Pinochet. On raconte que l'ex-dictateur se levait tôt pour déjouer les coups d'État qui se préparent la nuit. Du général Rodriguez, Stroessner s'était pourtant méfié en l'écartant du pouvoir. Un général tombé en disgrâce chasse un dictateur devenu gênant. Il n'est pas sûr que la dictature soit tombée avec lui. Afghanistan, les plus hautes autorités militaires soviétiques affirment que leurs troupes auront bientôt quitté le pays, et même avant la date du 15 février, même peut-être dans 4 jours exactement. Pour l'instant, les soviétiques n'occupent plus que l'aéroport de Kaboul. Ils ont quitté l'enceinte de la capitale. Au téléphone, notre envoyé spécial Jérôme Bonny. Après une journée d'interruption due à la neige, le pont aérien du retrait soviétique a repris de plus belle sur l'aéroport de Kaboul. Quand nous avons atterri ce matin, de longues files de soldats embarqués dans les Antonov. Un décollage tous les quarts d'heure sous la protection des hélicoptères de combat. Cette activité intense semble confirmer que l'évacuation de l'armée rouge s'accélère et devrait être achevée dans le courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire avant la date prévue du 15 février. En ville, les taxis coûtent de plus en plus cher, l'essence manque, tout comme le pain. Les foules se pressent autour des camions pour la distribution des sacs de grains. Selon un employé du ministère des Affaires étrangères, c'est la neige qui retarde l'approvisionnement par la route du Nord. Mais il y a aussi le blocus des Moudjahidines qui, pour l'instant, sous le pourrissement de la situation dans la capitale, plutôt que l'assaut rendu difficile par la neige tombée en abondance. Oui, à propos de l'Afghanistan, l'ONU va s'efforcer de mettre en place un pont aérien pour ravitailler Kaboul, c'est ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Les soviétiques bougent donc militairement, on vient de le voir, en Afghanistan, mais aussi diplomatiquement en Chine cette fois. Le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, M. Shevardnadze, en visite à Pékin, annonce que Mikhail Gorbatchev se rendra en Chine au mois de mai, mettant un terme à 30 années de brouille entre les deux géants. Et que par ailleurs, 260 000 hommes de l'armée rouge stationnés en Mongolie extérieure, à la frontière chinoise, vont être très prochainement rapatriés. Passons à toute autre chose maintenant, mais c'est une chose importante également. De quoi sera faite votre télévision de demain? Vous le saurez demain. En effet, c'est ce dimanche que les Luxembourgeois mettent en service leur satellite de télédiffusion directe Astra. 12 chaînes qui couvriront l'Europe et qui, au mois de mai, rentreront en concurrence avec le satellite franco-allemand TDF. La télévision par satellite n'est pas encore, dit-on, commercialement tout à fait rentable, mais stratégiquement et politiquement, elle est indispensable aux grands pays de la communauté et du monde d'ailleurs. Quant à nous, simples téléspectateurs, voici ce qu'elle nous apportera. Enquête de Stéphane Magnier et Pascal Pueyo. Le château de Betzdorf, ancienne résidence d'été des Grands-Ducs de Luxembourg, transformé en station de contrôle de satellites dont les antennes géantes grincent sous la poussée des moteurs de pointage. Derrière ce décor fantasmagorique s'abrite ce que ses promoteurs ont baptisé en toute modestie la plus grande révolution télévisuelle de tous les temps. Pourvu que l'on possède l'antenne parabolique nécessaire et le décodeur correspondant, la moitié de l'Europe pourra recevoir d'un seul coup 12 nouvelles chaînes de télévision, 2 ou 3 fois plus en moyenne que jusqu'à présent. Ce n'est pourtant pas la technique qui doit décider le téléspectateur européen à investir les 6 000 francs nécessaires, mais les programmes. Idée maîtresse, le tout thématique. Chaque chaîne correspond à un thème précis. Il y en aura en tout 3 consacrés uniquement à la jeunesse, 2 au divertissement familial, 2 au cinéma, 2 au sport et à l'aventure, une autre sera consacrée à la musique, une à l'information permanente et même, aux surprises, une aux arts et à la culture. La télécommande remplace le magazine spécialisé. Vous appuyez le 13, le 7 et c'est le sujet de votre choix. C'est donc plutôt ce choix, cette disponibilité, un différent moyen pour le téléspectateur de consommer les chaînes et la télévision qu'ajoute Astra au paysage audiovisuel.
Vision des choses, dite marketing, mais si l'emballage change, le contenu ressemble à s'y méprendre à ce que l'on peut déjà voir. Pour l'instant, Astra ne diffuse qu'à l'intention des Scandinaves et des Anglo-Saxons. Même si 3 des programmes sont traduits dans notre langue, il n'y a pas de chaîne purement française. Il est pourtant considéré comme le grand rival du français TDF1. Également sur orbite, ce dernier mise sur la technologie de l'avenir, haute définition et son stéréo, la télé devenue cinéma à domicile. Revers de la médaille, les équipements correspondants ne seront pas mis sur le marché avant plusieurs mois. D'ici là, TDF1 se prépare à diffuser selon des normes traditionnelles, mais il aura beaucoup de mal en un premier temps à équilibrer ses comptes. J'avais peur de le... Effectivement, l'exploitation au bout du compte de TDF1 plus TDF2 sera un peu perdante. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, pour le financement de TDF2, de faire entrer au capital le France Télécom et sa filiale Cogecom. La base opérationnelle technique de TDF1 est classée secret défense, car derrière lui se profile toute l'industrie audiovisuelle européenne face aux États-Unis et au Japon. Destinataire, 450 millions d'électeurs et de consommateurs parmi les plus riches et les plus influents de la planète. Politique et faits divers en France. Manifestation cet après-midi tout d'abord à Ajaccio en Corse. Des militants nationalistes entendaient ainsi protester contre ce qu'ils considèrent comme un manque de courage de l'État français qui ne répondrait pas aux avances de négociation faites par l'ex-FLNC qui depuis plusieurs mois maintenant, vous le savez, a décidé une trêve des attentats. Sur place, nos envoyés spéciaux Dominique Verdeillan, Frédéric Pasquet. Plus de promesses, des actes. C'est le slogan de la manifestation organisée par le groupe Concolta nationaliste. Dans une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur lors de sa dernière visite en Corse, le groupe nationaliste affirmait leur regret de constater, je cite, que l'État n'a pas pris la dimension réelle du problème corse. En réponse à cette lettre, Pierre Joxe avait proposé aux nationalistes de les rencontrer, une invitation qui a été refusée. Après 8 mois de trêve, les nationalistes dressent un bilan sur les préalables au règlement du problème corse, moralisation de la vie publique, identité culturelle et libération des prisonniers corses. Nous nous réjouissons de certaines libérations, mais nous constatons une seule chose, c'est que certains restent en otage. D'autre part, au niveau de la moralisation de la vie publique, c'est véritablement, excusez-moi l'expression, du baratin. Parce qu'en fait, le clan continue à magouiller, le clan continue à frauder, et les prochaines élections municipales le prouveront une fois de plus. Rien n'est fait pour moraliser ce pays, parce que pour moraliser la Corse, il faut véritablement peut-être se faire certains ennemis, mais il faut oser le faire. Ce n'est pas ce que fait actuellement ni M. Joxe, ni surtout M. Mitterrand. Une manifestation qui intervient au lendemain de la divulgation de 6 inspections sur les dysfonctionnements de l'administration corse. Un bilan plutôt sombre, on y révèle laxisme, manque de formation, absentéisme. Enfin mercredi, la chambre d'accusation décidera de confirmer le non-lieu ou d'inculper le maire de Bastia et son adjoint pour fraude électorale. À l'UPC, l'autre groupe nationaliste, on s'inquiète aussi de voir l'espoir d'une solution politique s'évaporer. La tension monte, en fait c'est pire que ça, c'est l'impression qu'on est encore dans une impasse et je pense qu'il y a eu un espoir dans toutes les composantes de la revendication, toutes, celles qui sont les plus classiques, les plus modérées, jusqu'à celles qui sont les plus radicales. Mais que cet espoir s'estompe et dans ces conditions-là, c'est une espèce de morne résolution qui monte. Un quiproquo avec une morne résolution de l'inévitable reprise de l'affrontement. Il y a 48 heures, 9 nouvelles demandes de mise en liberté de militants ont été adressées par leurs avocats. La réponse devrait intervenir en début de semaine. Rebondissement dans l'affaire des 3 huissiers arrêtés la semaine dernière à Lyon pour avoir cambriolé une planque de l'organisation terroriste Action Directe. Aujourd'hui, le juge d'instruction s'en prend au préfet de police qui, dans une déclaration télévisée, aurait enfreint le secret de l'instruction en révélant qu'un scanner, un appareil de radio sophistiqué qui pourrait avoir appartenu aux terroristes et fait partie des objets découverts dans l'appartement, eh bien cet objet a été retrouvé dans les locaux de la police lyonnaise. C'est compliqué et ça nécessite des explications. À Lyon, Claude Régent. Le juge ami chargé de l'instruction du dossier des 3 huissiers déménageurs a eu un coup de sang. Au nom de la défense du secret de l'instruction, il a fait saisir chez nos confrères de FR3 Lyon une déclaration du préfet de police du Rhône.
Bien, au cours de la conférence de rédaction ce matin, un appel de l'APJ nous informait qu'une commission rogatoire avait été délivrée par le juge Ami, qui souhaitait avoir les propos tenus par le préfet de police, M. Bastelica, lors d'une interview qui avait été enregistrée par un de nos reporters. Une déclaration qui n'avait rien de sibyllin, elle concerne la destination d'un scanner de ce type, retrouvé très curieusement chez les policiers de la Sûreté urbaine de Lyon. Ce scanner a été prêté par un serrurier à des fonctionnaires de police qu'il connaissait bien, pour des besoins d'ailleurs de leur service. Tout peut venir de la fameuse planque d'action directe, c'est à l'instruction de le dire. Pour le moment, ce scanner n'a pas d'origine frauduleuse, je le répète, de mon point de vue. L'ennui, c'est que cet appareil pourrait faire partie du butin récolté par les 3 huissiers et un serrurier dans la planque lyonnaise d'action directe. Dès août 87, révèle ce matin le Progrès de Lyon, un membre de la famille des 3 huissiers avait informé les autorités de la présence d'un scanner. Or, il a fallu attendre 18 mois pour que les indélicats soient interpellés. Un préfet trop bavard pour un juge d'instruction, certains magistrats et policiers peu pressés de vérifier les déclarations d'un témoin capital, les huissiers des ménageurs provoquent un beau remue-ménage dans le monde judiciaire et policier lyonnais. Premier départ en vacances de février. Visiblement, le manque de neige dans certaines stations n'a pas découragé les vacanciers. 30 à 35 km de bouchons dans la vallée de la Tarentaise cet après-midi. Et vous le supposez, des heures et des heures de surplace. Jean-Marc Bramy. La vallée de la Tarentaise cet après-midi. Toujours pas de neige, mais 35 km de bouchons ininterrompus entre Montmélian et Albertville. Les automobilistes en route vers les stations de sport d'hiver ont dû attendre 4 heures pour parcourir les 60 km qui séparent Bourg-Saint-Maurice de Moutier. On roulait péniblement à 15 km/h, surtout autour de 3 points noirs. Visille, le péage de Silence et sur la nationale 84. Pour faire patienter les touristes, les services de l'État ont mis en place le plan piste sur les principaux axes routiers de Savoie. Une 50aine d'hôtesses prodiguent quelques conseils et offrent bonbons et magazines aux enfants. Un dispositif de 700 policiers et gendarmes et 2 hélicoptères sont également sur le terrain. Si les routes sont sèches, quelques nappes de brouillard gênent la visibilité ce soir. Les responsables de la circulation recommandent donc la plus grande prudence. Voilà, quelques problèmes d'image, mais vous pouvez nous croire sur parole. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés ce soir n'auront pas besoin de ces images pour le croire. Devant la levée de boucliers des syndicats des personnels pénitentiaires, après la publication d'un rapport sur la modernisation des prisons, les problèmes des détenus et des gardiens, l'auteur du rapport, M. Gilbert Bonnemaison, recevra demain dimanche les principaux syndicats pour tenter d'éviter à partir de lundi ce que l'on appelle un nouveau blocage des écrous, c'est-à-dire l'impossibilité pour les détenus d'entrer ou de sortir de prison, les gardiens n'ayant pas officiellement le droit de faire grève. Les gardiens reprochent principalement au texte de faire la part belle aux détenus et de ne pas traiter leurs problèmes. Il faut savoir qu'un peu partout dans le monde, les gouvernements cherchent des solutions aux problèmes de la prison. Aux États-Unis, par exemple, en Californie notamment, où les pénitenciers sont principalement peuplés de drogués, eh bien la solution appliquée, c'est le travail des détenus, même si les chances de réinsertion sont minimes. Le travail sous toutes ses formes, même les plus inattendues. Enquête de notre correspondant aux États-Unis, Paul Now. But all in all, what I'm trying to say is there's no place in the world like the big LA. Later in the day, when it starts to get dark, you can take a girl and take her to the amusement park. You kiss her on the neck and you cap a little feel. You can even make love on the Ferris wheel. Ils chantent la violence des grandes villes, la drogue et les femmes. Ces jeunes faisaient partie des dangereux gangs de Los Angeles. Nous sommes dans une prison de Californie à l'extrême nord de l'État. 3500 prisonniers vivent ici, mais l'établissement a été construit pour n'abriter seulement 1500. 3/4 d'entre eux ont commis un crime lié à l'usage ou au trafic de la drogue. À l'intérieur de ces murs, on retrouve en partie le spectacle de la rue et un certain air de liberté. Comme à l'extérieur, on ne cohabite pas. Les Noirs, les Blancs, les Jaunes et même les Indiens, chacun son clan, chacun son chef, ces relations de pouvoir et de violence. Les autorités tentent de rééduquer ces rebuts de la société, peine perdue, car la plupart d'entre eux, une fois libres, retourneront à leurs premières occupations, le trafic de drogue.
Quand je vois des gars qui vont sortir et qui vont travailler pour 90 francs de l'heure, moi, ce qu'ils vont gagner en une semaine, je vais le faire en 2 heures. Et en plus, je vais pas me casser. Souci majeur de l'administration, occuper ses prisonniers. Une 60aine de programmes ont été créés à l'intérieur de la prison. Tout détenu doit travailler ou étudier 8 heures par jour. Ce n'est pas une obligation, mais pour chaque journée de labeur, une journée de remise de peine. Occuper ses prisonniers pour éviter aussi et surtout que la violence ne s'installe à l'intérieur de l'établissement. En fait, les autorités ont de plus en plus de mal à contrôler cette population. Les prisons du pays sont pleines, surpeuplées. L'année dernière, aux États-Unis, le crime a augmenté de 5%. Nos projections sont fausses. Dans cet État de Californie, nous avons construit 10 nouvelles prisons, mais on a découvert, il y a 2 ans à peine, que ce nombre n'était pas suffisant. Nous allons en construire 5 de plus. Certains détenus ont le droit de sortir à l'extérieur de la prison, ceux qui sont en fin de peine et qui savent que chaque tentative de fuite s'est soldée par un échec. Nous sommes ici dans la région des chevaux sauvages, des Mustangs, aux confins du Nevada, de l'Utah et du Wyoming. On montre aux prisonniers à dompter ces animaux. Les éducateurs estiment en effet que ce travail particulier réconciliera l'homme et la nature et qu'il donnera à ces hommes élevés dans la violence le goût de la douceur et de la patience. Chacun est responsable d'un cheval qui sera vendu au fermier le jour où il pourra être enfin monté. Retour à l'intérieur des murs où une trentaine d'Indiens purgent leur peine. Ils ont obtenu un petit territoire à eux, arguant que leurs tribus et leurs ancêtres vivaient ici bien longtemps avant que la prison ne soit construite. Prières et chants quotidiens, personne d'étranger n'a le droit de pénétrer dans le périmètre sacré. Ces 3 prisonniers m'ont affirmé avoir commis la pire faute pour un Indien, avoir vendu de l'alcool et de la drogue fabriqués par l'homme blanc. Régulièrement, nous vous donnons des nouvelles du Téléthon d'Antenne 2 en faveur des myopathes, cette terrible maladie. À Besançon, un ballon dirigeable est prêt pour s'envoler afin de participer à la nouvelle grande fête de la solidarité. Des municipalités comme Nîmes, Concarneau se préparent déjà. 2 mois après le 2e Téléthon, 800 000 chèques sont arrivés à destination, totalisant plus de 170 millions de francs de dons. Et lundi prochain, un jeune malade violoniste que vous avez déjà vu dans le dernier Téléthon participera à un grand concert au Palais de l'UNESCO à Paris. Lundi prochain à Paris. Le sport maintenant. Dans le tournoi des 5 nations de rugby, la France ne jouait pas aujourd'hui, repos donc pour les Français, mais les autres pays se rencontraient. Le Pays de Galles a été battu par l'Irlande sur son terrain, 13-19. Et à Londres, à Twickenham très exactement pour les puristes, les Écossais ont fait match nul avec les Anglais, 12 partout, tout ça c'est bon pour les Français. Record du monde de saut à la perche en salle à signaler, 6 mètres 02 pour le soviétique Gataoulin qui détenait déjà le précédent record avec 6 mètres exactement. Championnat du monde de ski, le mauvais temps a provoqué l'annulation de la descente, ajournée pour l'instant. Enfin tennis, la Coupe Davis à Tel Aviv. Avant le double de cette fin d'après-midi, les Français menaient 2-0 devant Israël. Daniel Casal. Oui, et ce double s'éternise. Cela fait à peu près 3h15 que les 2 équipes, ici Yannick Noah, vous l'avez reconnu, sont sur le central de Tel Aviv. Amos Mansdorf est au service. Les 2 équipes sont à 2 manches partout et 10 jeux partout, 30 points partout. C'est-à-dire que, eh bien, on va peut-être regarder ce point pour savoir ce qui va se passer, car le point qui vient va donner une balle de jeu soit à Israël, si c'est Mansdorf et cette équipe qui marque, soit à l'équipe de France, si le retour de Noah pousse les Israéliens à la faute.
Oui, mésentente du côté des Français. 40-30, c'est une balle de 11 jeux à 10 en faveur des Israéliens. On ne pensait pas que les Français pourraient être accrochés de cette manière par une équipe qui n'a jamais fait tellement parler d'elle, alors que Guy Forget, que vous voyez là, a été classé numéro 1 mondial de double il y a 2 ans, et que Yannick Noah, lui, a déjà remporté en double Roland Garros et des tournois de référence. 40 partout. Merci. Donc 2 manches partout, 10 jeux partout, 40 partout, Daniel. Merci Daniel. Bien, donc résultat définitif de ce match tout à l'heure dans le dernier journal qui vous sera présenté aux alentours de 23h20 par Philippe Gassot. En attendant, j'ai encore 2 choses à vous dire. D'abord, les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 6 et le 4 et ça rapporte un peu plus de 10 000 francs. Pour ce qui concerne le quarté, vous rajoutez le 5 et ça rapporte là une somme beaucoup plus élevée, 99 789 francs. Peut-être les pronostics? Non, pas les pronostics, vous les avez entendus tout à l'heure avec l'émission de Pierrette Bresse à 18 h maintenant tous les samedis. Simplement, je vous dis qu'après le générique du journal, il y aura les prévisions météo de José Blanc-Lapierre avec notamment des nouvelles de la pollution au-dessus de la France. Ça va un tout petit peu mieux. Ensuite, Champs-Élysées et ensuite donc les dernières informations avec Philippe Gassot. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 13 h. Bonsoir, à demain.